Voilà pour le témoignage et la vie de Sabrina, Lydie, Marie et leurs camarades, une vraie famille comme vous l'avez remarqué. On va revenir maintenant sur cette année de mobilisation et sur la place des femmes si particulière comme vous avez pu le voir dans ce documentaire. Autour de moi, pour en parler, Fanny Morlaix, bonsoir. Vous êtes membre des Gilets jaunes en Saône-et-Loire, du côté du fameux Magny, dont on a beaucoup parlé sur nos antennes pendant un an. Frédéric Villaume, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre des Gilets jaunes dans le Doubs, à Besançon. Merci également d'être là. Yolène de Courson, bonsoir. Vous êtes député La République En Marche de Côte-d'Or. Jean-Paul Carteret, bonsoir. Vous êtes maire de Lavoncourt, président des maires ruraux de Haute-Saône et vice-président des maires ruraux de France. Et puis bien sûr, la réalisatrice du documentaire que vous venez de voir, Anne Gainsburger, bonsoir. Bonsoir. Bravo Anne pour ce travail qu'on vient de voir, je le disais en lançant cette soirée, empreint d'humanité, de regard bienveillant sur les gens, les uns et les autres, et notamment sur toutes ces femmes. J'ai peut-être envie de donner la parole aux Gilets jaunes d'abord, si vous me permettez. Fanny Morlaix, on vous a vu dans ce documentaire, vous témoignez. Quand vous le regardez maintenant avec un peu de recul, qu'est-ce que vous vous dites ? Alors déjà pour moi, ça a été beaucoup d'émotions de voir ce documentaire, ce qui est déjà pas évident parce que je suis pas très émotive en général. Donc là, j'ai trouvé très poignant. Je trouve vraiment qu'Anne a fait un travail avec toute son équipe formidable. Et oui, ça nous remet dans des contextes parfois qu'on a un peu oubliés. C'est-à-dire qu'une année, c'est court et long à la fois. Donc là, effectivement, ça fait réfléchir à nouveau sur des choses qu'on a peut-être oubliées, de continuer. Voilà, ça remet en question encore le travail pour la suite. On va y revenir, bien sûr. Frédéric Villaume, ce documentaire n'a pas été tourné à Besançon, mais pas très très loin. Ouais. Ça vous a rappelé des choses, vous ? Ça me rappelle tout ce que je revois tous les samedis, parce que les femmes, elles sont toujours dans le mouvement. D'ailleurs, je pensais qu'il y allait y avoir plus de femmes autour du plateau. Il y en a déjà quelques-unes, oui. Pas forcément non, mais les gilets jaunes. Mais... Voilà, oui. Non, mais voilà, mais c'est ce qu'on vit tous les samedis, depuis le 17 novembre. Et voilà, on s'aperçoit que les femmes, oui, elles sont vraiment très mobilisées. Vous l'avez vécu comme ça, au-delà de ce que vous venez de voir dans le documentaire. Bien sûr, bien sûr. Dès le début du mouvement, vous vous êtes dit les femmes, elles ont une place à part dans ce mouvement ? Bien sûr, oui. On voit des retraités, on voit des femmes retraitées de 70 ans qui sont là jusqu'à 23 heures, minuit sur des blocages, enfin, voilà. Et il y a beaucoup de femmes, oui, il y a beaucoup de femmes, et elles sont déterminées, les femmes. Voilà. On voit vraiment une détermination. Plus que vous ? Ça, c'est... Bon, on est tous déterminés, voilà. Bon, après, ça, on avait bien chacun a une partie différente et complémentaire, peut-être. Voilà, exactement. Yolène de Courson, la députée La République En Marche que vous êtes, d'une circonscription beaucoup rurale aussi, dans le nord de la Côte d'Or. Vous avez regardé ce documentaire comment ? Parce que vous étiez un peu, vous, la majorité, en soutien d'Emmanuel Macron et en même temps proche de vos administrés, j'ai envie de dire. Oui. Les députés, nous ne sommes pas le gouvernement, nous sommes élus par nos concitoyens. Et moi, j'ai trouvé ce documentaire effectivement très touchant. Et au début, on voit, il y a un panneau qui dit fin de vie, etc. Donc, dans fin de vie, moi, je trouve qu'il y a un bon résumé du documentaire, c'est-à-dire le pouvoir d'achat qui était au centre quand même du sujet, et de vie, parce qu'on a vu finalement des gens qu'on ne voyait pas d'habitude, toutes ces femmes, effectivement, qu'on ne voit pas, et le mouvement a commencé par des femmes. Bon, j'ai regretté après qu'on les voit un peu moins sur la fin, mais vraiment, on les a vues beaucoup, et je crois que c'est encore plus crédible et légitime que de voir toutes ces femmes qui, tout à coup, sont sorties pour parler du pouvoir d'achat, pour parler de beaucoup de sujets. Et à la fin, j'aime beaucoup quand Sabrina a dit j'ai relevé tout à l'heure en regardant le documentaire, j'ai envie de changer le monde, mais pas toute seule, et changer quelques petits trucs. Donc là aussi, on a la sorte de modestie des femmes qui, finalement, travaillent beaucoup, sont très persévérantes, mais ne se la pètent pas. Jean-Paul Carteret, j'imagine qu'en Haute-Saône, dans les petits villages de Haute-Saône, vous qui êtes maire du rural, vous avez eu affaire aussi à ces gilets jaunes et vous avez, j'imagine, vu des choses qui vous rappellent des souvenirs. Je me reconnaissais un petit peu. C'est un reportage tout à fait authentique, bravo. Bravo, en plus avec des témoignages qui convergent sur, en fait, le reflet de la ruralité, tel qu'on n'en parlait peut-être pas assez, sûrement pas assez. Voilà un an. Depuis longtemps, les maires ruraux attiraient l'attention sur les pouvoirs publics en disant ce manque de considération extraordinaire. Et je faisais partie de la délégation de maires du Bureau national qui a rencontré le Premier ministre au mois de novembre, il y a un an. Et on lui avait dit qu'on sentait cette colère monter. C'était lorsqu'on venait de décider augmentation des taxes de carburant, etc.
Et on lui a dit, vous venez de déclencher des colères. On ne savait pas que 15 jours plus tard, les gilets jaunes seraient sur les ronds-points. On avait prévenu, voilà 40 ans qu'on prévient. On vous avait mis un peu de côté, et maintenant vous êtes revenu dans le jeu de la discussion. On est revenu parce qu'on s'est dit qu'on devait ouvrir nos mairies pour permettre à tous ces gens de s'exprimer, modestes, qui ont du mal à boucler leur budget, comme ça a été si bien dit, de venir s'exprimer. Et on a recueilli ces doléances. Parce que la mairie, c'est la maison commune. Parce que c'est la maison. On l'avait un peu oublié. Absolument. C'est justement ce qu'on rappelait de façon régulière. Anne Gainsburger, alors ce documentaire, il a demandé beaucoup de mois de travail, évidemment. Ce n'est pas le seul, puisqu'il fait partie d'une collection que vous avez en partie réalisée pour France 3 et qui sont chacun diffusés dans chacune des régions en même temps que cette émission. Pourquoi les femmes gilets jaunes? Qu'est-ce qui vous a motivé? Pourquoi? D'abord parce qu'elles étaient présentes dès le début du mouvement, dès le 17 novembre. Et puis j'ai observé cette mobilisation durant les 2 premiers mois et j'ai vu qu'effectivement, à partir du mois de janvier, alors les femmes, en tant que femmes, décidaient de descendre dans la rue et affichaient très clairement, on va dire, leur parole de femme, leur regard de femme, en s'inscrivant contre les violences, contre les récupérations politiques, puisqu'il y en avait eu beaucoup dans les 2-3 premiers mois de cette mobilisation. Et donc, je me suis dit que là, il y avait peut-être un angle singulier d'observation pour tenter de comprendre, de pénétrer ce mouvement et tenter de comprendre ce qui se passait, ce qui allait se jouer dans les mois qui suivraient, ce que j'ai fait, puisque j'ai travaillé donc durant une année. Pourquoi les femmes aussi? Parce que j'ai beaucoup travaillé sur la parole des femmes en documentaire, sur d'autres sujets, et qu'il m'apparaît très évident que la parole des femmes est une parole qui est affranchie de toute domination, groupe, militantisme politique, syndical. Les femmes racontent et témoignent de ce qu'elles vivent au quotidien, dans leur famille, dans leur couple, avec leurs enfants. Presque sans filtre, parce qu'elles sont un peu en première ligne tout le temps, dans le ménage, dans le couple, dans la famille, avec les enfants. Elles sont en première ligne, elles sont aussi en première ligne des fins de mois difficiles, on l'a vu. Elles sont en première ligne et aussi parce que beaucoup de femmes vivent seules. On sait bien que la précarité impacte en particulier les familles monoparentales, donc les femmes forcément sont évidemment en première ligne avec leurs enfants. Mais effectivement, elles sont dans le quotidien, mais j'insiste là-dessus, en fait, elles sont effectivement dans toutes ces tâches du quotidien que chacun connaît, mais au-delà de ça, elles ont une certaine idée de l'engagement, une certaine idée de ce qu'elles veulent défendre pour elles-mêmes et pour l'avenir de leurs enfants, et moi c'est ça qui m'intéressait. Alors avant d'aller plus loin et de débattre sur le fond de cette première année, je vous propose de revenir au début du documentaire, au mouvement et ses débuts, au début de l'engagement de ces femmes. Regardez cet extrait. Ensemble, ils racontent une France qui souffre. Le prix de l'essence fut le déclic de leur engagement, mais très vite, comme partout en France, les manifestants, de plus en plus nombreux, appelaient à une justice fiscale et sociale. Partout sur les routes de la région, les blocages se multipliaient. On est à deux à travailler. On paye notre salaire, tout ce qu'on nous donne comme taxes, on n'en peut plus. Moi, à la fin du mois, on est toujours à moins quelque chose. Tant que Macron sera là, avec ses financiers, on sera là aussi. Sur les ronds-points, je vois plein de gens qui travaillent et puis qui s'en sortent pas, qui sont vraiment dans la misère. On voit même dans les grandes surfaces, les chariots en début de mois puis en fin de mois, c'est pas pareil. Ou le monde dans les grandes surfaces. Les gens, ils ont la paye, ils vont. Les caissières nous le disent. C'est la fin du mois, on va avoir du monde. Ou non, là, le 15 du mois, ça va être on attend le client. De toute façon, faut pas rêver. Et puis, beaucoup de gens retraités et tout, pour qui je travaille, c'est pareil. Ils comptent tout, quoi. Ils comptent tout. Voilà, c'est. Ouais. Non, là, je pense que le pouvoir d'achat ces dernières années a énormément baissé. Voilà, pour ce premier extrait de documentaire qu'on vient de revoir ensemble, Fanny Morlaix, le point de départ de l'engagement de toutes ces femmes et ces hommes, bien sûr, c'est les fins de mois difficiles. On se souvient des débuts à Dole, par exemple, dans le Jura, où ça avait commencé. C'était aussi votre engagement, votre combat à vous, de dire ça suffit, la hausse des taxes pour le carburant, les fins de mois difficiles, on ne peut pas acheter ce qu'on veut à nos enfants. Alors, la hausse des taxes, le carburant, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder, comme tout le monde l'a dit. Ensuite,
souvent maintenant, quand on se rencontre à travers le mouvement, que ce soit les femmes, les hommes, on se rend compte qu'on dit tout le temps on était gilets jaunes avant l'heure. Tout à l'heure, il parlait de beaucoup de retraités. On a énormément de retraités vraiment dans les rangs. Des gens qui ne sont pas forcément avec des petites retraites, des gens qui ont besoin de rien mais qui sont là pour se battre pour leurs enfants. Autres. Oui, complètement. C'est vraiment, enfin nous en tout cas dans notre région, c'est vraiment ça. Des gens qui... Bon, on a eu énormément de répression à travers cette année. Ça s'est durci assez vite et puis c'est de pire en pire. Donc nous, on est aussi dans un secteur où on a été face à cette répression. Donc c'est vrai qu'on s'est dit, bon ben voilà, des personnes plus âgées, etc. vont lâcher, vont avoir peur. Et non, en fait, c'est ceux qui nous disent on était là déjà pour faire des révolutions avant. On a fait, on a fait des mouvements sociaux, on en a suivi et on est toujours là. Et en fait, finalement, on avance aussi pour eux, quoi, parce qu'ils nous apprennent énormément au quotidien. Donc, c'est assez important de les avoir avec nous. Et c'est vrai que nous, dans notre région, enfin vraiment le Mani, on est... En Saône-et-Loire. En Saône-et-Loire. On est vraiment un grand nombre de femmes à travailler ensemble, mais on est beaucoup soutenus par les hommes, je veux dire. Et voilà. Mais ça a changé quelque chose, Frédéric Vuillaume, que ces femmes s'engagent autant. On voit bien que les politiques, on donnera la parole à ceux qui sont en face de vous, mais on voit bien que les politiques, quand ils ont vu que ce mouvement était autant féminisé, ils se sont dit, ça peut s'inscrire dans la durée. Parce que là, il se dit quelque chose du malaise de notre société. Ben oui, parce qu'en fin de compte, plus personne arrive à boucler les fins de mois. Et une société où il n'y a plus d'avenir pour les gosses, c'est une société qui court à sa perte. Et donc, c'est ça qui a fait que les femmes se sont autant mobilisées, selon vous ? Il n'y a plus d'avenir pour les enfants. C'est quoi l'avenir pour les gamins ? C'est juste des boulots précaires, des mi-temps. C'est ça qu'on veut pour nos enfants. C'est une vie de toujours sous le stress, tout ça. Et les femmes, les hommes, voilà, les femmes particulièrement parce que elles ont élevé leurs enfants, elles se sont arrêtées pour élever leurs enfants, voilà, et elles ont conscience de ça. Et c'est inacceptable. Et dans tous les mouvements sociaux, c'est les femmes qui, à un moment, ont dit stop. Et là, à un moment, il faut dire stop parce qu'on ne peut plus vivre dans une société qui est comme ça. Anne Gainsburger. Et aussi parce que les femmes, elles sont directement confrontées à la précarité du travail, aux intérims, aux petits boulots. Il y a énormément dans le mouvement de femmes qui sont dans le monde du soin, aides-soignantes, aides à domicile. Et effectivement, je pense que, indépendamment de ce qu'on peut dire communément des femmes qui connaissent bien ce qui se passe à la maison, on va dire, ou qui élèvent seules leurs enfants, il y a vraiment ces inégalités sociales et salariales et cette inégalité de considération dans la société qui fait que les femmes sont les premières impactées par la précarité. Yolène de Courson, vous n'avez pas tiqué quand vous avez vu qu'il y avait autant de femmes mobilisées dans ce mouvement. Ça ne vous a pas inquiété, vous, politique ? Non, enfin, au contraire. Moi, c'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, c'est que au début, on a vraiment vu les femmes, et c'est là qu'on a pris vraiment au sérieux ce qui se passait. Bon, effectivement, il y a ce que disait monsieur sur le pouvoir d'achat. Il faut savoir que la prise en compte, ça a été d'abord le grand débat qui a été lancé tout de suite, que merci aux maires qui ont d'abord ouvert leur cahier de doléances, mais tous les élus, les députés, d'autres gens ont organisé des grands débats pour pouvoir se parler et pour pouvoir prendre les mesures adéquates. Donc il y a eu des mesures qui ont été prises au niveau pouvoir d'achat, il y a eu la prime d'activité, il y a eu donc la taxe d'habitation, mais déjà ça c'était engagé. La taxe d'habitation c'est quand même énorme pour les ménages. Quand vous prenez à Montbard, une taxe d'habitation pour une famille normale, c'est 1 250 € par mois. Sauf que ça, il a fallu quand même que on n'est pas en train de dire que vous avez rien fait, mais il a fallu quand même que tous ces gens descendent dans la rue pour qu'à un moment donné, il y ait cet électrochoc, y compris chez vous, les politiques, et chez vous, en l'occurrence, la majorité en place. Mais on pourrait dire de celle d'avant la même chose, sûrement que les Gilets jaunes diraient que celle d'avant, c'était pareil. Mais vous vous rendez compte le temps que ça a mis, et puis finalement, des mesures qui, et là ils vont vous le dire eux-mêmes, qui ne satisfont pas forcément. Alors moi je pense que c'est quelque chose qui date d'il y a longtemps. C'est pas juste. C'est pour ça que je dis c'est pas que votre majorité. Ça date d'il y a longtemps. Moi je trouve que ça soit exprimé, c'est très bien parce que maintenant les mesures, il y en a qui commencent à venir, qui donnent de l'effet. Je pense que quand on dit Macron, etc., qu'on met tout sur Macron. Je vais défendre Macron parce qu'effectivement je suis dans sa majorité. Vous êtes aussi là pour ça. Je suis là. Non, vous représentez la majorité. Donc, je vais être honnête. On est la majorité, mais on a beaucoup mis sur Macron, son arrogance, etc.
En fait, moi qui le connais, c'est quelqu'un qui est pour les femmes. Vous savez, lui, la parité, il l'exerce vraiment, alors cash. C'est-à-dire que quand il y a eu pour les législatives, les investitures, c'était 50% d'hommes, 50% de femmes. Au niveau de l'Assemblée nationale, tous les postes, c'est 50% d'hommes, 50% de femmes. Donc ça, en fait, c'est un président qui est très pour les femmes. Alors, en revanche, là où on peut dire qu'il a peut-être commis une erreur, enfin que nous avons tous commis, c'est que comme c'était un président très pressé, qu'on nous envie à l'international, hein, c'est un président très pressé, il a voulu redresser, faire tout sur la partie économique au début. Mais on laisse les gens au bord du chemin. Et là, je pense que la partie sociale n'a pas été prise en compte assez tôt, et l'enracinement dans les territoires, la même chose. Fanny Morlaix, ça se rattrape. Emmanuel Macron, c'est un président qui aime les femmes j'entends, qui les soutient et qui soutient la parité. Vous avez compris ce que vient de dire Yolène de Courson. Oui. Voilà, pour moi, pas du tout. Hein. Pour moi, on est vraiment dans un système qui est complètement misogyne, mais ça, c'est un avis fortement personnel. Après, on parle de parité. Alors, on parle de parité, oui. Système, mais pas Macron, pas pareil. Pardon ? Le système, vous dites, est misogyne. Ça, je suis d'accord. Oui, voilà. Mais je veux dire, aujourd'hui, il est dirigé par le président Macron. Donc, je ne connais pas personnellement. Voilà. Après, dans la façon de le voir, de regarder ses interventions, voilà. Moi, j'en fais un avis personnel de la personne comme quelqu'un de misogyne. Ensuite, quand on parle de vous voulez nous dire en quoi ? Par exemple, vous dites, quand je l'écoute, quand je le regarde, est-ce qu'il y a un exemple ? Alors, des exemples, il y en a plein. Le dernier à Rouen, je veux dire, où il y a une jeune femme qui a fini par, être dans le public, dans la rue, et en fait, qui s'adresse à lui avec ses revendications, qui est là plus en tant que gilet jaune que sur le problème de Rouen, effectivement. Et là, à ce moment-là, on ressent vraiment, c'est physique, on ressent c'est un ressenti que vous avez, quoi. Voilà, c'est un ressenti, et vraiment... D'accord. Les femmes dans le mouvement, quand on en parle, on ressent énormément ce côté. Voilà, c'est physique, je peux pas expliquer. C'est vraiment voilà, il y a un tas d'exemples. Ensuite, quand je voulais juste revenir sur la parité, au niveau du système, de tout ce qui est politique, effectivement, la parité. Par contre, dans les entreprises. Aujourd'hui, on est sur une parité qui n'est pas encore à 50-50. On est sur un 40-60. Oui. Il y a une entreprise quand même qui a été... avec des différences de salaire de parfois 30%. Différence de salaire, mais je veux dire déjà sur la parité homme-femme avec les obligations et les droits à l'embauche, il y a quand même un entrepreneur qui a pris une amende de 90 000 € parce qu'en fait, il avait inversé la parité. C'est-à-dire qu'en fait, il avait plus de femmes que d'hommes. Il avait fait les 60-40, mais en fait, dans le sens, voilà. Et donc, les lois par rapport au travail sont encore, et ça, c'est pas si vieux, hein. Donc, voilà, il y a encore beaucoup de travail au niveau de la parité, sans parler de l'égalité des salaires. Jean-Paul Carteret. Oui, je voulais dire que chez les maires ruraux, nous, on n'a pas été surpris du tout de ce mouvement. On l'avait vu venir, on l'avait annoncé depuis le temps, et toutes les lois avec tous les gouvernements qui ont précédé, on n'était pas considérés du tout. Et ces problèmes financiers, vous les aviez vus venir aussi dans le monde rural, bien vous sûr. qui êtes à portée d'engueulade. Justement, on l'entendait tous les jours, j'allais dire que ce mouvement, il a été soutenu et il y a eu de la sympathie pour tous ces gens, y compris et surtout les femmes qui étaient là. J'entendais pour la première fois, parce qu'avant, dans les territoires ruraux, quand il y avait des mouvements sociaux, souvent, les gens étaient critiqués. Et là, j'ai senti un soutien chez les personnes âgées, des femmes d'agriculteurs qui ont 700 € de retraite, qui n'arrivent pas à boucler leur budget et tout. Elles ont compris ce mouvement. On avait tous un petit gilet jaune dans la tête, quelque part, tous. Et à un moment donné, avec les cahiers de doléances, on a permis, nous, le premier qui est arrivé dans ma mairie, moi j'ai ouvert ma mairie, le premier qui est arrivé, il était en gilet jaune. Il me dit, c'est drôlement bien, on va pouvoir l'écrire cette fois. Parce que comme on le disait dans les micros, partout à la télé, à la radio, et là on dit, on peut l'écrire. Et ça va, vous êtes sûr que ça ira jusqu'à Macron ? On lui a porté. On lui a porté sur une clé USB toutes les doléances qu'on a recueillies dans toute la France. Vous parliez des fins de mois difficiles. Je vous propose de regarder un autre extrait de notre documentaire pour réentendre le témoignage de Dominique, une femme seule avec enfant qui se bat pour percevoir sa pension alimentaire. Écoutez. Donc bonjour tout le monde, je m'appelle Dominique, j'ai 41 ans et je suis maman célibataire d'un petit garçon qui va avoir 9 ans. Comme la dame s'est exprimée tout à l'heure, problème de pension alimentaire non payée. J'ai un jugement d'octobre 2017 où le papa a été condamné et donc il ne paye pas la pension alimentaire. Mais en février et en mars, j'avais 860 € pour vivre avec mon fils. Et comme madame, mon fils avait besoin de baskets, mais malheureusement, je pouvais compter que sur moi-même.
Donc mon enfant est obligé d'attendre 2 mois parce que je ne pouvais pas faire autrement. Et la justice, je suis en colère parce que concernant les pensions alimentaires, les mauvais payeurs et tout ça, on s'en fiche et voilà. Des témoignages très forts de ce documentaire, Anne Gainsbourger, que vous avez réalisé. 860 € par mois pour vivre, et quand mon fils veut changer ses baskets, je ne peux pas. Parfois 400, 500 € par mois, avec des femmes dans d'autres films que celui-ci, mais qui disent: est-ce que vous savez ce que c'est que de couper un steak en 2 pour donner la moitié à son fils? Est-ce que vous savez ce que c'est que de plier du sopalin parce qu'on ne peut plus s'acheter de couches? Oui, ce sont des choses très, très, très concrètes, ce qu'elle raconte, et ce que moi j'ai eu envie dont j'ai envie de porter témoignage. Sur la question des pensions alimentaires impayées, on peut dire que beaucoup de choses restent en suspens, et voire même n'ont pas bougé depuis le début du mouvement. Mais sur cette question-là, peut-être qu'on peut imaginer que les choses vont enfin bouger, puisqu'il a été annoncé. Alors peut-être, madame, pourrez-vous le confirmer, et j'espère que ce sera le cas, puisqu'effectivement les CAF doivent prendre en charge cette question. C'est une question très très importante. Il y a énormément de femmes qui élèvent seules leurs enfants, énormément de femmes Dominique parle qui se débrouillent toutes seules. Il y a une injustice cruelle. Yolène de Courson, là-dessus, ça bouge, effectivement. Oui, ça bouge, parce que maintenant, les caisses d'allocation familiale vont pouvoir prélever directement sur le salaire du mauvais payeur les sommes. Et si jamais elles n'y arrivent pas, parce que de justice en cours ou quoi, elles donneront une allocation à la personne, à la famille monoparentale concernée. Mais moi, je voudrais revenir sur les familles monoparentales dans notre région, parce qu'elles ont doublé en 25 ans. Il y en a 2 fois plus. 80%, c'est des femmes, les familles monoparentales. Et quand on rentre en monoparentalité, la pauvreté s'accroît de 27% pour les femmes ou de 17% pour les hommes. Donc là aussi, encore une fois, il y a une inégalité. Je pense que les familles monoparentales, moi, je voudrais en faire ma priorité dans ma circonscription pour travailler avec les femmes, justement, parce qu'il y a aussi beaucoup de non-recours à un certain nombre de choses. C'est-à-dire l'isolement, et c'est pour ça que dans Fin de vie, je voyais aussi la solidarité, les gens qui se parlent, etc. Il y a le problème du non-recours aux prestations, aux aides, qui est très important. Donc moi, ce que j'aimerais faire avec ces femmes-là, c'est vraiment voir le non-recours, faire un diagnostic, trouver des solutions ensemble, et justement continuer cette chose ensemble avec moi dans mon rôle de députée, bien sûr. On n'est pas forcément d'accord sur tout, mais en tout cas, moi, je serai aux côtés des familles monoparentales comme ça pour trouver des solutions concrètes. Frédéric Villaume, vous avez l'impression que ce mouvement des Gilets jaunes, en un an, il a quand même permis des avancées, même si je sais que vous continuez à vous réunir le samedi, que vous n'êtes pas satisfait. Est-ce qu'il y a des petites choses qui ont bougé? Est-ce que vous voyez des signes de l'intérêt de votre mobilisation? Les signes de l'intérêt, c'est que maintenant, les gens savent qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris ce qui se passait, les inégalités sociales, et que c'est plus acceptable. Quand on parle de Macron, je suis désolé, le président Macron, il fait pas société. En fin de compte, il divise, il fracture la société, et il méprise une certaine partie de la population, et c'est inacceptable pour un président de la République qui devrait justement fédérer. Mais c'est pas du tout le cas. Vous faites allusion à des propos qu'il a pu tenir quand il méprise. Même les actes politiques. En fin de compte, on nous fait souvent des politiques d'affichage. En fin de compte, c'est beau sur le papier, mais concrètement, il n'y a rien. Là, en ce moment, les gens, ils sont toujours dans les mêmes soucis financiers. Les salaires n'ont pas augmenté, les pensions de retraite n'ont pas augmenté. Il a sorti pourtant le carnet de chèques à un moment donné. Et il y a eu beaucoup d'argent débloqué, nous dira Yolène de Courson, mais ça ne règle pas encore les problèmes des gens. Alors Yolène de Courson, je l'ai entendu tout à l'heure, elle disait ça va venir, c'est en train de se mettre en place. Mais pourquoi il a lâché mis en place, la taxe d'habitation s'est mise en place. Non, tout ça existe aujourd'hui. C'est satisfaisant. Les gens sont beaucoup mieux dans la société en ce moment. C'est déjà les gens arrivent à vivre correctement. C'est peut-être pas uniquement une question d'argent. Mais je suis désolé, il y a peut-être pas qu'une question d'argent. Mais c'est une question d'argent. Je pense qu'il y a une question des services publics, il y a une question il y a une question aussi des services publics, on est d'accord. Mais les gens qui sont sortis l'hiver, il ne faut pas oublier que c'est l'hiver qui sont sortis les gens. Et les gens qui sont sortis l'hiver, on ne sort pas par plaisir sur un rond-point l'hiver. C'est parce que justement, on n'en peut plus. On n'arrive plus. On travaille, on n'arrive plus à vivre correctement. On est toujours à découvert. Et que ça soit des retraités. Et moi, personnellement, quand je vois que des retraités sont obligés de retravailler, je me dis, mais c'est pas possible, c'est inacceptable en France. La France, c'est un pays riche.
Il y a de l'argent en France, sauf qu'il n'y a pas une répartition des richesses qui est correcte. Et ça, c'est inacceptable. On sent la révolte de Frédéric Vuillaume. Est-ce que vous, les élus, vous êtes aussi révoltés par moments comme ça? Vous dites, c'est vrai, c'est inadmissible un retraité qui est... C'est pour ça qu'on est politique. C'est pas acceptable. Vous savez, faire la politique, c'est faire ça, c'est-à-dire aller sur des ronds-points, discuter ensemble de comment on voit la vie. C'est ça, faire de la politique. Entendre les territoires. Voilà. Ils n'ont pas été assez entendus, les territoires. Et là, nous considérons, nous, au niveau des maires ruraux, on remet le maire à sa place avec la proximité pour entendre tout ce qu'il peut Mais le maire, il n'a dire. pas forcément les moyens d'agir. Le maire n'a pas assez de moyens pour agir, d'autant plus que... mais il y a un agenda rural qui va permettre au maire d'exister à nouveau. Parce que la loi NOTRe, elle a carrément détruit la ruralité. Complètement. Elle a démoralisé ou démobilisé les maires. Aujourd'hui, pourquoi il y a une crise de l'engagement? Quand il n'y aura plus de maires, il se passera quoi pour entendre tout ce que vous pouvez demander ou dire ou attendre? D'ailleurs, les maires, c'est encore, chez les Gilets jaunes, les politiques que vous préférez. Enfin, vous diriez ça? Avec qui on a le plus de proximité. Voilà. Après, comme tous les Français, d'ailleurs. Voilà. Après, le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus déplacer le mouvement des Gilets jaunes sur le côté uniquement ruralité. Il y en a aussi en ville. Voilà, il y en a aussi en ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la ruralité, effectivement, fait qu'on a d'autres difficultés. En fait, on a les mêmes hausses de taxes, par exemple, au niveau de tout ce qui est... Mais on a un déficit de services publics, un déficit de transport, les problèmes des écoles. Qui fait qu'aujourd'hui, comme on le dit à un moment dans le reportage, il faut prendre sa voiture pour aller travailler. Pour aller à l'école, déposer son enfant. C'est vrai qu'il y a souvent une colère et finalement une mise en confrontation entre la ruralité et la ville. Moi, je suis originaire de Lyon. Hein. Je suis arrivée, moi, justement, dans la ruralité en 2000. J'ai quitté la grande ville parce que, en fait, moi, ma famille était originaire d'un tout petit village qui s'appelle Percy-les-Forges, donc à côté de Mont-Soleil-Mines. Et j'avais déjà ce regard en tant qu'enfant de voir que la ville, l'industrialisation, etc., c'était quelque chose qui allait nous étouffer à un moment donné. Donc j'ai fait le choix de partir sur la ruralité. Et aujourd'hui, j'ai fait le choix de me battre pour la ruralité. C'est un peu la double peine, la ruralité. C'est-à-dire on a les mêmes problèmes que tout le monde, mais en plus, quand on nous augmente le prix du carburant... C'est plus que la double peine. Il faut se déplacer pour tous les services publics ont disparu ou se sont éloignés. Chaque fois, il faut prendre le véhicule, vous avez raison. Chaque fois, il faut se déplacer pour aller se soigner. C'est pas écolo, mais on n'a pas le choix, quoi. On n'a pas le choix. Et aujourd'hui, s'il y a des engagements qui sont pris, on compte sur les députés pour faire évoluer tout ça. Il y a des propositions qui ont été faites, qui ont été retenues et dont tout le monde devrait bénéficier. Mais c'est la double peine, effectivement, entre être obligé de se déplacer puis voir les carburants augmenter. Et j'y ajouterai encore la baisse des dotations. L'inégalité, il ne faut surtout pas, vous avez raison, opposer les gens de la ville et les gens de la campagne. Ça, c'est certain. Il faut chercher comment travailler ensemble, comment établir des contrats de réciprocité entre la ville et la campagne. Mais pour ça, il y a besoin de considération pour la campagne. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On attend cette considération. Pourquoi aujourd'hui, à la DGF, par exemple, un rural, il vaut la moitié d'un urbain? Pourquoi? Direction générale des finances. La DGF, c'est la dotation globale de fonctionnement. Dotation globale de fonctionnement. La dotation qu'on reçoit par habitant. Oui, elle est à titre indicatif, 68 € pour un rural et 125 € pour un urbain. Est-ce que c'est normal? Il faut repartir, il faut tout remettre à zéro. Voilà. Anne Gainsburger, vous avez vu cette différence entre le rural et l'urbain? Oui, je l'ai vu et c'est notamment la raison pour laquelle j'ai eu envie d'aller regarder cette France de la ruralité, cette France dite aussi périphérique. Moi, je rebondis sur le terme que vous avez utilisé, monsieur, sur la considération. Et je pense qu'effectivement, ce qui est commun à toutes ces voix de femmes et d'hommes, c'est le sentiment de ne pas être considéré. On n'est pas considéré quand effectivement on est impacté financièrement. Mais on n'est pas non plus considéré quand on ne nous donne pas la parole pour aussi décider de ce qui est bon pour sa petite commune, de ce qu'on espère pour son territoire. Et moi, ce qui m'a frappée, vous voyez, et effectivement, je pense qu'une des clés, ce sont les maires. Parce que les maires, je l'ai vu dans le mouvement, ont ici ou là ouvert la salle communale pour... vous savez, les Gilets jaunes et les femmes en particulier, j'ai été tout à fait surprise et impressionnée de voir finalement ce réseau citoyen qui se mettait en place. C'est-à-dire que bon voilà, le pouvoir d'achat, on n'a pas regagné de pouvoir d'achat, les pensions alimentaires ne sont pas mieux payées, l'essence n'est pas moins chère. Alors on a mis en place tout un réseau de solidarité oui. Voilà, qui fait qu'on se retrouve dans une mairie, dans une salle prêtée par la mairie pour échanger des vêtements, on se retrouve autour d'un bout de lopin de terre pour faire un jardin partagé, on se retrouve et on est à la veille de l'hiver pour faire une toute petite cagnotte qu'on ne va pas crier sur tous les toits pour justement
préserver la dignité de la personne, mais pour permettre à une famille, par exemple, de payer sa note d'électricité ou de chauffage. C'est toutes ces choses qui font que ce mouvement, il est dans la durée et que les femmes le portent parce que cette solidarité, elles l'ont entretenue, qu'elle perdure. Alors justement, parmi les gens qui ont choisi de s'engager, il y a Sabrina, l'un des personnages de votre documentaire. Je l'ai rencontrée, il se trouve, il y a quelques jours, et elle me disait combien ce mouvement des Gilets jaunes lui a permis de s'engager ensuite en société, dans des associations, pour aider autour d'elle. Mais là, je vous propose de revenir sur son témoignage au début de ce documentaire. Tour à tour serveuse, responsable de magasin et fonctionnaire dans la police, Sabrina a multiplié les expériences professionnelles. Mais l'apparition d'une maladie il y a 2 ans a changé le cours de sa vie. Elle a dû s'arrêter de travailler au restaurant qui l'employait, tandis que s'éternisait la procédure administrative pour reconnaître son handicap. Pour Sabrina et ses 2 filles, ce fut la dégringolade. Et là, ça fait 2 ans que vivre avec 500 à 800 euros par mois, c'est très compliqué. La fin de contrat, je me suis retrouvée avec des mois à peine 300 euros pour vivre. Ça a été à se poser la question, je fais quoi avec mes 300 euros? Je paye mes factures, je mange ou je paye mes soins? Je me suis retrouvée à pleurer dans les bras de ma fille, ma grande qui me dit qu'est-ce qu'il y a? Puis je dis j'y arrive pas. Parce qu'elle me demande d'acheter des yaourts, je peux même pas. Acheter un yaourt, acheter une baguette de pain. Ça, on regarde le portefeuille, il n'y a même plus 1 centime. C'est de la survie, on ne vit pas en survie. On ne vit pas, on survit. Fanny Morlaix, dans ces rencontres, parce que c'est par moments, et notamment chez vous, au Magny, en Saône-et-Loire, près de Mont-sur-les-Mines, une véritable famille qui s'est créée, ces Gilets jaunes. Hein. Il y a eu une ambiance pendant des mois de solidarité, etc. Sabrina, c'est une femme que vous connaissez. Est-ce que vous avez découvert autour de vous des situations de détresse que vous ignoriez ? Alors, que j'ignorais, non, parce que bon, j'ai toujours été justement dans des milieux associatifs, etc. Je veux dire, aujourd'hui, si moi je suis passée gilet jaune, c'est parce que j'ignorais pas tout ça. Par contre, d'avoir les témoignages après, voilà, en direct, de prendre plus de temps pour connaître les gens, voilà, on se rend compte, alors là, qui est peut-être lié aussi à la ruralité et aux difficultés administratives, du coup, que ces femmes rencontrent. Sabrina, c'est son cas, les femmes en longue maladie. Je veux dire, il faut qu'elles aillent chercher le service public à l'extérieur ou alors s'il y a des permanences, c'est une fois dans la semaine, il faut être disponible à ce moment-là. Donc on a un peu l'impression des fois qu'on part du principe qu'elles sont en longue maladie, elles ne travaillent pas, donc elles ont le temps d'aller chercher les endroits où elles peuvent être renseignées, etc. Alors qu'en fait, bon, elles sont prises par l'éducation de leurs enfants, leur traitement, etc. Donc ça, c'est un gros problème. On parlait tout à l'heure, par exemple, pour les pensions alimentaires. Oui. La réforme par rapport aux pensions alimentaires qui vont être prélevés au niveau du salaire directement, donc du père ou de la mère, parce que ça existe dans l'autre sens. Ça, c'est pas nouveau, ça existe depuis toujours. Ce qui va être nouveau apparemment, c'est que à partir du moment où les démarches ne sont pas faites jusqu'au bout, la CAF versera finalement quelque chose pour compenser. Oui. Après, voilà, dans la ruralité, c'est ça la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, pour aller faire la saisie sur le salaire du père ou de la mère, en l'occurrence, il faut passer par un huissier. Malgré tout, à un moment donné. Donc ça demande encore des finances, ça demande d'avoir déjà quelqu'un qui peut faire la démarche dans le secteur géographique. Voilà, donc, et moi de rencontrer ces femmes qui sont confrontées à ces problèmes, voilà, c'est pas nouveau, non. On a aussi des hommes qui sont voilà, dans des mêmes situations. Mais là, on vient vraiment sur ce problème de ruralité qui fait que ça complique énormément les démarches administratives. Frédéric Guillaume, on vous entendait tout à l'heure dire on n'a pas été entendu, pas suffisamment, les problèmes des gens ne sont pas réglés. Ça veut dire que tout ce qu'on entend là, la détresse en l'occurrence de ces femmes mais aussi de ces hommes, elle est toujours une réalité aujourd'hui ? Bien sûr que c'est toujours une réalité et ça va s'amplifier avec les nouvelles mesures là, du gouvernement par rapport à l'assurance chômage où ça va être une catastrophe parce que les gens vont toucher beaucoup moins d'argent alors que en fin de compte on leur supprime leur emploi et en fin de compte on leur donne moins d'argent pour justement par rapport à leur perte d'emploi, on leur donne moins d'argent. Comment alors qu'est-ce que vous dites cette année de mobilisation,
Finalement, ça a servi à rien. Non, ça n'a pas servi à rien. Alors à quoi ça a servi à éveiller les consciences des gens. Les gens commencent à comprendre ce qui se passe. C'est qu'il y a des inégalités sociales qui sont inacceptables. Les politiques qui vivent dans une sphère, dans un autre monde, c'est le monde de Jupiter. Ils sont là en face de vous, vous pouvez leur dire. Je peux vous le dire. Même au niveau des élus locaux, ils sont dans leur petite vie à eux. En fin de compte, les services publics, c'est pour eux. C'est de grandes métropoles à grandes métropoles. Par contre, toutes les petites lignes de chemin de fer, on les supprime. On supprime des gares. En fin de compte, il faut passer par Internet. Il y a des personnes âgées, il y a des gens qui n'utilisent pas Internet. Il y a des gens qui ont besoin de contact humain. Le service public, c'est avant tout de l'humain. Quand on voit les hôpitaux, les urgences... Il y a des gens qui meurent dans les urgences en France. On n'est pas dans un pays du tiers-monde, on est en France. Et ce service public, c'est ce qui fait le lien de la société. Et c'est ce qui nous unit comme ça. Et en fin de compte, ce service public, il était au service du public. Il n'est pas au service... c'est pas un service marchand. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire un service marchand. Et dans ce service public, il n'y avait personne qui était mis de côté. Et maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui sont mises de côté. Et on part à une société à l'américaine où on est en train de tout foutre notre modèle français, social français, en l'air. C'est une des revendications des Gilets jaunes. Il y avait évidemment les questions financières, mais notamment dans le rural, mais pas seulement dans les quartiers populaire aussi, cette question du lien au service public qui se délite finalement, et on a l'impression que les prises de décision sont de plus en plus lointaines. Jean-Paul Carteret. Je vais vous préciser que j'étais de ceux qui ont manifesté pour la suppression des urgences dans les hôpitaux. Très bien, très bien. Attendez, il faut faire attention. Faire attention. Parce que dans les territoires ruraux... Mais il faut faire attention quand même, parce qu'il y a des gens qui sont mobilisés autour de vous. Et si nous, les maires, on n'est pas mobilisés autour de vous, qui l'est ? Nous avons été mobilisés dans les territoires ruraux. On était là, les cahiers de doléances, c'était aussi pour entendre et écouter ce qui se dit autour de nous, pour permettre de s'exprimer au lieu voilà. Et donc, c'était ça, la volonté de structuration avec vous pour faire remonter des territoires. Et quand on va manifester à vos côtés pour des services d'urgence, ou quand nous, on se plaint que les services publics s'éloignent, c'est pas pour le maire. Le maire, il est souvent bénévole, donc c'est pas pour lui qui se bat pour les services publics. Non, mais heureusement. C'est pas. Par contre, il est élu pour ça aussi. C'est son travail. On se bat pour les commerces. C'est notre mandat, d'accord. Oui. On peut en parler aussi longuement parce qu'il ne faut pas opposer rural et urbain, d'accord. Non, mais votre mandat, c'est le maire, il est seul confronté à toutes les situations. Dans les petites villes, on commence déjà à avoir des chefs de service qui font le tampon. Regardez le maire qui a été tué parce qu'il allait dire à des gens qui déposaient des ordures ménagères là où il ne fallait pas. Il a été tué. Vous voulez dire qu'il peut y avoir des maires gilets jaunes aussi C'est-à-dire des maires il y en avait, bien sûr. Il y en avait, il y en a même encore, je crois. Alors on voit que les gens s'engagent très différemment. Je vous propose de réentendre Sabrina pour nous parler de son engagement chez les Gilets jaunes pour changer les choses. Regardez. Moi, mon engagement dans les Gilets jaunes, c'est comme une leçon de vie. Si mes filles me disaient, surtout la grande, elle m'a dit « Tu nous fatigues avec tes Gilets jaunes, on n'en peut plus. » Elle me réclamait. J'essaie de leur faire comprendre que je fais ça pour elles aussi. Je leur ai dit, t'en rends compte, Sharon, s'il m'arrive quelque chose, tu fais quoi? Tu veux te retrouver à la rue? Tu veux galérer? Tu veux vivre ce que je vis? Chez moi, mon combat, c'est pour que tu aies des droits plus tard, pour que tu connaisses pas ce que je vis, pour que plus tard, si tu tombes malade, tu puisses avoir accès à tes soins, pour que tu puisses continuer tes études. Je fais ça pour que nos jeunes aient une vie plus simple plus tard. C'est ce que vous disiez il y a quelques minutes, Frédéric Villaume. Ces femmes qui se sont mobilisées, elles se sont mobilisées aussi et peut-être d'abord et avant tout pour l'avenir, pour leurs enfants. Oui, tout à fait, mais voilà, c'est ce qu'on est en train de voir. On est en train de voir qu'il n'y a plus d'avenir pour nos enfants. Et c'est le désespoir, ça. Mais c'est un désespoir, mais bien sûr, mais c'est un cri d'alarme. C'est un cri d'alarme. Et ça va s'amplifier parce qu'il y a encore d'autres réformes qui arrivent. Les retraites, par exemple. Tout ce qui est basé sur la solidarité, notre sécurité sociale, si on ne l'a plus à un moment, c'est basé sur la solidarité. Si au bout d'un moment, on va laisser des gens sur le côté, on va laisser des gens crever qui pourront plus se soigner. On ne veut pas d'une société à l'américaine. Voilà. Yolène de Courson, on ne veut pas d'une société à l'américaine. Vous dites Frédéric Villaume. Et puis alors... Monsieur Frédéric, enfin, je pense que là où il dit, c'est un peu choquant qu'ils disent qu'on est des élus dans notre petite sphère, je sais pas quoi. Non, on ne l'est pas. Moi, je vous invite à venir
venir dans ma circonscription, à venir voir tout ce que je fais les lundis, les vendredis, les samedis et les dimanches, jour où je suis dans ma circonscription. Chaque fois qu'il y a une loi, on la fait redescendre sur la circonscription, justement parce qu'on a perçu qu'il y avait des problèmes de mobilité liés à la santé, que les gens dans la ruralité, ils se soignent moins parce que c'est trop loin, trop cher, trop compliqué. Et bien, on est en train de mettre en place une plateforme de mobilité sociale et solidaire avec les gens. On fait des groupes de travail parce qu'il va y avoir une loi sur le grand âge et l'autonomie et qu'on a beaucoup d'EHPAD chez nous, qu'on a beaucoup d'aides-soignantes. Ouais, mes 2 belles-filles sont aides-soignantes. Donc, on est en train de travailler là-dessus avec des groupes de travail qui sont venus avec enthousiasme travailler là-dessus. Moi, je crois qu'il faut qu'on travaille ensemble. Moi, je crois à une ruralité conquérante. Je ne crois pas à gémir toute la journée qu'on a des problèmes. Est-ce que quand même ça vous a fait changer votre façon? Vous dites que vous faites tout ça, mais est-ce que le mouvement des Gilets jaunes a fait changer votre façon de voir les choses et aussi de travailler comme député, comme parlementaire, comme maire? Est-ce que vous avez évolué? Vous vous êtes dit oui, peut-être qu'on n'écoute pas assez les gens? Même si moi, j'étais déjà maire d'un petit village avant aussi, donc je bouchais les trous des routes avec le tracteur de mon mari, vous voyez, très concret. Ça, c'est bien, c'est du concret. Voilà, non, mais je fais que des choses concrètes. Non, mais il faut aussi non, mais il faut pas avoir des clichés comme ça sur les politiques, tous pourris. On n'a plus le droit de cumuler des mandats, donc on est vraiment engagé dans notre mandat. Alors, oui. Pour le droit, et ce qui se passe, c'est déjà ça aussi. Non, on n'a pas le droit d'avoir d'autres. On peut pas être maire. J'ai défait mon mandat de maire, donc c'est comme parce que vous respectez les choses. Non, mais on est obligé. C'est la loi. Non, mais vous êtes obligé, c'est la loi. Existe qui ont des cumuls de mandats. Je veux dire, non, les présidents, non, il y en a pas, c'est pas possible. Ah bah, vous allez sur le site de la transparence des parlementaires, il y a des gens qui sont encore en cumul de mandats. Oui, mais il y a des cumuls. Je suis conseillère municipale. Voilà. Je suis conseillère municipale. Voyez, moi, sans indemnité. Voilà, non, mais après, c'est vrai qu'il y a. Après, sur les, moi, ce que ça a changé. Moi, j'étais déjà très terrain et je suis toujours très terrain parce que moi, j'aime bien être au bout des choses et d'être un capteur sur mon territoire et de pouvoir faire remonter les choses, justement. Ce que ça a changé, c'est que je me suis dit, il faut le faire plus. Il faut le faire plus, encore plus. Parce que je le faisais déjà beaucoup. Mais visiblement, ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas. Et je veux le faire de façon ciblée maintenant parce que j'ai beaucoup travaillé pour la transition écologique dans mon territoire. Donc, on a un contrat de transition écologique qui est en train de bouleverser dans le bon sens, qui est en train de révolutionner un petit peu les pratiques d'un certain nombre de gens. Et justement, pour pouvoir aussi réconcilier les agriculteurs et les sociétés civiles, pour montrer que les agriculteurs ne sont pas ceux qu'on désigne comme on désigne aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'ai très envie de travailler et j'ai commencé à réunir un groupe de femmes pour travailler sur les familles monoparentales et sur la pauvreté des femmes et des enfants, qui, elle, c'est vraiment pour moi une priorité maintenant. Et ça, c'est ce que le Gilet jaune m'a suscité. Enfin, Jean-Paul Carteret, rapidement, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. D'accord. Moi, j'enchaîne en disant que ça serait bien que les Gilets jaunes s'engagent dans les conseils municipaux, dans les associations, dans toutes les communes. Certains le font. Il faut le faire. Il faut aller aux responsabilités. Comme ça, vous pourrez faire évoluer les choses. On l'a dit, certains s'engagent dans les associations. Enfin, il y a beaucoup de choses très différentes. Il y a des gens qui ont redécouvert une forme d'engagement grâce aux Gilets jaunes. Oui. Le vote et tout ça, j'ai lu dans votre site. Et l'Assemblée des assemblées à Montpellier, ça fait partie d'un des 5 ateliers. Il y a renouer le contact avec les populations. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce que je pense qu'il faut chercher s'associer. Et puis effectivement, il y a comment faire avec les élections municipales, comment s'engage-t-on les élections municipales. Ça, pour moi, c'est des très bonnes nouvelles. Ça vous tenterait, ça, Frédéric Villaume? Je vous ai vu sourire. Non, pas du tout. Mais moi, je suis là pour défendre l'intérêt, des salariés, des gens. Voilà. Moi, m'engager en politique, ça m'intéresse pas du tout. Ça, c'est leur problème. Politique, Oui, mais moi, j'ai un engagement syndical. Je suis déjà agent de lycée. Et j'essaie de faire en sorte que les conditions sociales de mes collègues avancent. Voilà. On peut pas tout faire, vous voulez dire. Mais non, on peut pas tout faire. Mais je suis dans les Gilets jaunes parce que justement, j'ai une conscience sociale et que on peut pas accepter de vivre dans un pays où il y a des gens qui s'enrichissent à foison et il y a des gens qui crèvent la dalle. Voilà, excusez-moi le terme, mais c'est inacceptable ça. Certains font le choix de s'engager en politique. Fanny Morlaix, est-ce que vous avez l'impression qu'autour de vous, il y a des Gilets jaunes ou vous-même qui s'engagent en politique, qui seraient prêts à le faire? Alors, moi, je pense qu'il y a déjà une erreur au niveau du départ du mouvement où, parce qu'à un moment, des choses ont été guidées aussi, quelque part. Enfiler les gilets jaunes, prendre des pancartes, Macron de démission. Enfin voilà, c'est des choses qui sont venues très vite. On ne sait pas d'où, on ne sait pas comment. Moi, personnellement, aller m'engager en politique dans un système que je combats, parce qu'aujourd'hui le système il est toujours en place d'une façon dont on le combat. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Après, qu'il y ait de l'importance que les gens aillent contrôler ce qui peut se passer dans les communes. Il y a des ACL qui se créent pour ça, d'aller dire, on entend dire par exemple, tiens, la mairie a un déficit sur tel poste, ce qui est pas normal. On va pouvoir
pouvoir aller contrôler. En évaluation aussi. Voilà, en évaluation, etc. Là, vous revenez de Montpellier où il y avait l'Assemblée des assemblées. Alors, ce sont des assemblées citoyennes qui se réunissent. Et puis là, il y avait donc une réunion nationale, on va dire. C'est le principe. Qu'est-ce que vous en retirez? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire du message qui est passé? Alors, en fait, nous, parce qu'on nous reproche souvent de ne pas être structuré ou pas être organisé. Là, vous arrivez tout juste. On a la primeur des infos. Moi, en fait, c'est ma collègue. C'est Elsa qui est allée. Parce qu'en fait, justement, pour en revenir, on nous dit pas organisé, etc. Pas de respecter. Donc, en fait, on en est à la 4e Assemblée des assemblées. Nous, à Mont-Solémine, on avait fait la 3e. Oui. Et on est parti du principe, au niveau des Gilets jaunes, que ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui vont aller en tant que représentants dans ces assemblées. Donc, moi, j'étais allée à Saint-Nazaire. Le problème de la représentativité des Gilets jaunes. Voilà. Ça a été un débat juste depuis le début. Mais la représentativité, elle existe en fait en interne. On s'organise et ça se passe bien. Bon, c'est souvent. On s'en rend pas toujours compte, mais qu'elle existe. Voilà. Donc c'est bien que voilà, je trouve que c'est documenté. Alors pas partout, mais je pense que ça vient tout doucement. Mais c'est pas forcément créer une hiérarchie, quoi. Oui. Donc après, effectivement, ces assemblées des assemblées, elles sont nationales. On en est donc à la 4e. Moi, j'étais à Saint-Nazaire. Ici dit quoi aujourd'hui? Alors, parce que les gens ne savent pas forcément, ceux qui nous regardent, qu'il y a ces assemblées. Dans les assemblées des assemblées, il y a toujours en moyenne 6 thèmes. En moyenne, ça peut être plus, ça peut être moins. Vraiment autour desquels, alors qui sont des thèmes de politique actuelle, etc., autour desquels on discute. Donc en général, il y a entre 2 et 4 personnes d'un groupe de la France qui est envoyé en tant que délégué. Et on a toute la France qui est représentée. Et là, c'est sur des week-ends complets de travail. Là, ça a été 3 jours à Montpellier. Sur le fond, un thème qui vous tient à cœur, là, en ce moment, au cœur de ces assemblées des assemblées? Alors, sur le fond, là, pour l'instant, il y a la privatisation des aéroports. Moi, personnellement, c'est quelque chose. Voilà, c'est un combat. C'est-à-dire qu'en tant que femme, justement, dans la mobilisation, au-delà de notre travail, c'est-à-dire que souvent, pareil, on entend dire, mais les gens, ils n'ont rien d'autre à faire que le samedi, que d'aller sur les ronds-points. Déjà, on n'a pas les moyens de faire d'autres choses. Il y a un moment, voilà, le problème de manque on n'a pas les moyens de partir en week-end. Donc, finalement, on est là, on se mobilise, on travaille en réunion et on avance sur. Anne Gainsburger. Moi, ce que je voudrais ajouter à ce que dit Fanny, à ce que vous avez dit les uns et les autres de vos attentes respectives, et pour répondre aussi à votre question sur finalement qu'est-ce qu'on a gagné ou qu'est-ce qui s'est passé en un an, quel serait le bilan. Moi, une chose qui m'a frappée, c'est cet apprentissage de la chose politique. Quand vous dites, monsieur, moi, je ne veux pas m'engager en politique, effectivement, beaucoup de gens dans les Gilets jaunes disent cette chose-là. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, et pardon pour les messieurs, c'est que beaucoup de femmes ont compris que s'engager en politique n'était pas forcément se mettre, devenir candidate pour tel ou tel mandat, mais bien intervenir, prendre sa part et avoir sa liberté de parole au service de la chose politique au sens premier étymologique du terme, de la vie de la cité. Et ça, c'est quelque chose qui est apparu vraiment très très fortement du côté des femmes, parce qu'effectivement, on a découvert, et Sabrina qu'on entendait tout à l'heure, quand elle dit « moi je veux faire encore quelques petits trucs », ces petits trucs, c'est découvrir que chacun individuellement, on peut apporter de la réflexion et on peut aussi travailler. Elles ont lu la Constitution. Plusieurs m'ont dit, j'ai découvert ce que c'était que la mission d'un député. On vote, certes on vote pour différentes élections, aux municipales, aux législatives, à la présidentielle, mais finalement comment chacune et chacun d'entre nous, on peut prendre sa part à ça, on peut se sentir acteur de sa vie, acteur de la société. Puisqu'on parle de politique et d'engagement politique, puis je vais vous redonner la parole tout de suite après, on a vu poindre d'autres revendications au fur et à mesure des semaines et des mois, plus de démocratie participative avec le fameux RIC, mais aussi une défiance à l'égard du politique. Extrait. Voilà, ça fait des années en fait finalement que les programmes qui sont en fait donnés par les hommes politiques qui sont élus à la fonction de président ne sont pas respectés. Et ça, c'est plus possible. Parce que ça fait 40 ans qu'on se bat avec les politiques, ils nous promettent énormément, qu'on n'a rien, qu'on est bafoué, qu'on n'est pas écouté. Donc aujourd'hui, nous, tout ce qu'on demande, c'est au moins un RIC national pour pouvoir enfin avoir une sécurité, de décider, enfin d'avoir plus une démocratie représentative, mais une démocratie participative, où on devient des citoyens. On est loin, Frédéric Vuillaume, là, des problèmes de pouvoir d'achat. On est passé à une autre étape, celle des revendications purement politiques, de démocratie participative. J'entendais des Gilets jaunes dire on voulait reprendre le pouvoir, redonner le pouvoir au peuple.
Oui, Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en fin de compte, les Gilets jaunes revendiquent le RIC, donc en fin de compte... Référendum d'initiative citoyenne. Citoyenne, voilà, tout à fait. Et donc, en fin de compte, tout le monde est au même niveau, tout le monde peut prendre des décisions, mais pour ça, le système politique actuel ne permet pas de faire ça. Et malheureusement, les gens voient bien qu'ils ont beau essayer de faire changer les choses, et c'est toujours de la politique d'affichage. Et malheureusement, nous, on l'a vu au niveau du conseil régional, en tant qu'agent de lycée. Dès qu'il y a eu la fusion des régions, 300 € par élu par mois, et on demande aux agents des lycées de baisser tous les acquis sociaux. Donc, c'est toujours le même modèle, que ce soit pour les salariés. À chaque fois, c'est les salariés qu'on baisse les salaires, qu'on augmente le temps de travail, etc. Donc, vous pensez que si le peuple avait plus la parole à travers ces référendums, même si on sait que c'est compliqué à organiser dans un pays aussi grand, ça changerait foncièrement les choses? Alors, par rapport au référendum, non. Moi, c'est plus par rapport au fait qu'il faut qu'il y ait un rapport de force. C'est le rapport de force qui a fait qu'on a obtenu... C'est votre côté syndicaliste. Non, c'est le rapport de force. Ce qui a fait qu'il y a eu la prime des Gilets jaunes, c'est le rapport de force. C'est qu'à un moment, les gens ont dit stop, ils ont bloqué l'économie. Et après, il y a eu malheureusement beaucoup de répression. Un président qui répond au peuple avec des LBD, des gaz lacrymogènes, des arrestations. On a vu la violence. D'ailleurs, les femmes, elles se sont un peu écartées à ce moment-là. Oui, mais c'est inadmissible. Non, vous ne dites pas? Je suis pas d'accord. Elles sont restées? Au contraire. En première ligne? Je pense qu'elles ont cru à un moment donné que cette répression, si elle s'affichait en tant que femme, allait être moins forte. Je pense qu'on y a cru. À un moment, on s'est dit, on est des femmes, on va quand même pas nous tirer dessus. Moi, je vais aussi aux manifestations dans les grandes villes. Je veux dire, femme, pas femme, on se fait tirer dessus pareil, mais ça nous a pas fait baisser. C'est plus sur les personnes en retraite où il y a eu vraiment, du coup, la répression était forte. Et... Jean-Paul Carteret, on est là sur un autre aspect, celui des revendications politiques, de démocratie finalement, de changement du système, un peu de révolution quelque part. Je levais la main tout à l'heure pour dire, je voulais intervenir quand vous parlez de l'engagement en politique. Devenir maire, c'est pas forcément s'engager en politique, c'est s'engager pour servir les autres. C'est ça qui prime, et je crois qu'il n'y a pas besoin d'une étiquette politique, où on s'engage au service des autres. C'est pour ça que je dis, il faut le vivre pour voir comment c'est d'être engagé, responsable au service des autres et de la société. De notre souci personnel de l'égalité, mais il faut qu'on ait les moyens d'assurer cette égalité. Et dans les territoires ruraux, c'est cette égalité-là qu'on revendique. Violaine de Courson, on peut redonner plus la parole au peuple? Comment? Oui. Alors moi, le RIC, les réponses oui ou non, je trouve ça suffit pas. Je trouve que ce qui est bien, c'est d'avoir des discussions comme on en a là, à la limite, et sur tous les sujets. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron le fait pour les retraites, ou c'est pour jouer la montre? Non, c'est pour connaître vraiment quelle transformation il va faire pour les retraites, qui sont justement pour l'avenir de nos enfants. Parce que quand vous avez des adolescents ou des jeunes adultes, ils vous disent « Ah oui, moi j'y crois pas, on n'aura pas de retraite ». Ben si, justement, c'est en changeant le système de retraite qui va être plus juste, plus efficace, que les enfants auront. Alors justement, on l'a appris aujourd'hui, des Gilets jaunes vont s'engager dans les manifestations contre la réforme des retraites initiées par les syndicats. C'est là aussi que le combat va continuer, Frédéric Vuillaume? Bien sûr, de toute façon, c'est évident qu'il faut que tout le monde soit dans la rue. On ne peut plus accepter ce système, cette façon de fonctionner, que les riches soient de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Il y a énormément d'argent en France, sauf qu'il n'y a pas une répartition des richesses, et c'est dans la rue qu'il faut lutter. Voilà. Mais le mouvement a évolué, on est d'accord. Il y a des endroits où il y a encore des manifestations le samedi, il y a encore des ronds-points, mais il y a moins de gens. Fanny Morlet, est-ce que le mouvement est appelé à disparaître ou est-ce qu'il doit se transformer? Pas du tout, à disparaître, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Je veux dire, au niveau médiatique... Regardez, nous on est là, on fait 2 heures d'émission. Voilà. Donc, mais je veux dire, à un moment donné, effectivement, on a voulu jouer une autre carte. On s'est dit, tiens, on va plus parler d'eux, comme ça tout le monde va croire. Alors ça a marché, parce que nous, alors qu'on est toujours au même endroit depuis le début, on nous a un petit peu déplacés, parce qu'on nous propose des salles, effectivement. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que les maires, effectivement, moi je suis tout à fait consciente du travail que font les maires. Si je refuse ce genre de poste, c'est parce que je sais que je serais beaucoup trop énervée dans le système actuel. Il est zen, Jean-Paul Carteret. Je préfère pouvoir apporter en tant que citoyenne une touche à l'édifice si les maires sont ouverts à ça. Il n'y a aucun problème, au contraire. Par contre, le mouvement est loin de s'éteindre. Non, effectivement, on est vraiment sur l'objectif de la convergence des luttes. On va suivre ça dans les prochaines semaines. Ça va arriver très vite. Merci mesdames, merci messieurs d'avoir accepté de débattre après ce très beau documentaire que nous avons pu suivre ensemble sur France 3. Je vous donne rendez-vous mercredi soir pour continuer à relire ensemble cette première année de mobilisation.
mobilisation avec un numéro spécial de notre magazine Enquête de région. Belle soirée.